heureuse de vous retrouver pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Après Malabo et le Brazzaville, le président de la transition gabonaise, le général Brice Oligui Nguema, est arrivé ce mercredi 11 octobre 2023 à Kinshasa pour une mission officielle de quelques heures en République démocratique du Congo. C'est une nouvelle étape de sa tournée de sensibilisation des chefs d'État d'Afrique centrale. Le numéro 1 gabonais va rencontrer le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Au terminal présidentiel de Ndjilu, les présidents du comité pour la transition et la restauration des institutions du Gabon a eu droit aux honneurs militaires des chefs de l'État. Les cortèges présidentiels s'étaient ébranlés en direction du palais présidentiel du Mont-Ngaliema où le général Brice Oligui Nguema a été reçu par son homologue Félix Tshisekedi Tshilombo. Cette première visite du président de transition gabonaise à Kinshasa s'inscrit dans le cadre de la tournée diplomatique qu'il effectue dans la sous-région de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le général Brice Oligui Nguema est en train de sensibiliser ses homologues de la région afin que son pays réintègre la communauté économique des États d'Afrique centrale dont son pays est suspendu depuis le 30 août dernier. Changeons de chapitre à présent. La coordination provinciale du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CISAC Kasaï oriental, vient de prendre des mesures préventives pour éviter que les candidats aux élections du mois de décembre prochain commencent précocement leur campagne électorale. Les animateurs de cet organe régulateur l'ont fait savoir lors d'une réunion de travail avec les directeurs de programmes des chaînes de télé et radio de la ville de Mbujimaï. Suivez. La campagne électorale pour les élections législatives et présidentielles débutera au mois de novembre prochain. Cette campagne se déroulera au même moment sur toute l'étendue du territoire national durant une période d'environ 30 jours, comprise entre le mois de novembre et décembre, conformément au calendrier électoral. Mais depuis la publication des listes des candidats retenus par la CENI, les acteurs politiques et leurs militants sont déjà mobilisés pour séduire les sceptiques à adhérer à leur projet pour gagner leur confiance au moment du scrutin de décembre qui pointe à l'horizon. Les médias sont sollicités et utilisés pour faire passer des spots, des messages promotionnels et autres actions sociales en faveur de certains candidats. Pourtant, la campagne électorale n'est pas encore lancée officiellement. Pour remettre la pendule à l'heure, le CISAC a jugé utile de rappeler aux médias le strict respect de la loi et de cesser immédiatement sous peine des sanctions conformément à la directive du CISAC. Il y a aujourd'hui dans nos médias des messages de campagne électorale précoce. Et il était important, selon les instructions qui sont venues du bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, de se parler pour que soit mis fin ce processus de campagne électorale précoce. Dans les instructions du bureau du CISAC, les médias sont appelés à l'observance stricte des prescrits de l'article 80 de la loi numéro 15/001 du 12 février 2015 relative aux amendes pour toute personne qui s'engage dans une campagne électorale en dehors de la période légale. Pour les professionnels des médias, ces instructions tombent à point nommé parce que dans les médias, il y a déjà des émissions et spots qui laissent passer certains messages qui ressemblent à de la campagne électorale. Serge Kaéa se réjouit de la démarche du CISAC qui a sensibilisé d'abord pour éviter les sanctions aux médias. C'est cela que il nous a donné quand même des leçons et il nous a demandé de se conformer à la loi sur la campagne électorale parce qu'il y a eu des rapages au cours de ce temps qui est passé. Alors il nous a donné de la matière que nous devons appliquer pour éviter qu'il y ait des sanctions à cette période pré-campagne. Prévue pour le 20 novembre prochain selon les calendriers électoraux, la campagne électorale va officiellement être lancée sur toute l'étendue de la RDC. Ce n'est qu'à partir de cette date que les médias seront autorisés à faire passer les spots promotionnels et messages de campagne des différents candidats en respectant l'éthique et la déontologie journalistique sans aucun problème.
Restons toujours dans le chapitre du processus électoral dans le but d'accompagner les femmes candidates aux élections de décembre 2023. Les réseaux d'éducation civique, RECIC en sigle, a organisé le mardi 10 octobre 2023 une journée d'échange d'expériences entre les femmes candidates. Occasion pour la députée nationale Geneviève Inagossi Kassongo de partager son expérience avec toutes les femmes candidates. Nancy Kizumina pour plus de détails. Dans le but de renforcer les capacités de femmes candidates aux élections de décembre 2023 par rapport aux différentes questions, entre autres la communication, les stratégies de mener une campagne et la loi électorale, les réseaux d'éducation civique RECIC a organisé une journée d'échange d'expériences entre les femmes candidates le mardi 10 octobre dans la salle Safari du restaurant Ramazani. Une journée d'échange fructueux marquée par la présence des femmes qui se sont démarquées de la politique, notamment l'honorable Geneviève Inagossi ainsi que Madame Lydie Lusamba. Les élections, c'est certes difficile, mais ce n'est pas impossible de les gagner. Il faut se préparer. Il faut d'abord avoir une ambition personnelle, parce que vous pouvez avoir tous les millions du monde, mais si ce n'est pas une ambition personnelle en vous, vous ne pouvez pas fournir un effort parce que ça demande beaucoup d'efforts. Mais en même temps, il faut aussi connaître la loi électorale. Mais aussi savoir que quand on est engagé à un processus électoral, l'élection se prépare déjà au lendemain du jour de la proclamation de l'élection précédente. Le réseau d'éducation civique au Congo a pour objectif la réussite des femmes aux élections de 2023. Maître Jean-Michel Vundou, secrétaire exécutif du RECIC, s'exprime. Le réseau d'éducation civique au Congo, RECIC en sigle, exécute un projet qui a 3 axes, la sensibilisation, le plaidoyer et l'accompagnement des femmes pour maximiser leur participation politique. C'est ce qui nous a amené aujourd'hui. Dans le cadre de ce programme, nous formons des femmes, nous renforçons leurs capacités par rapport aux différentes questions, notamment la communication, la stratégie de mener une campagne et la loi électorale, pour qu'elles soient capables d'affronter tous les autres candidats afin qu'elles soient élues. Pour maintenir cette collaboration avec les femmes candidates, le RECIC s'engage à accompagner ces femmes candidates, mais aussi organiser dans quelques jours la formation des tribunes d'expression populaire des candidats pour qu'elles puissent présenter leur programme. Nous allons faire un effort pour qu'ils soient accompagnés par des femmes et puis nous allons, pendant la campagne électorale, organiser ce que nous appelons tribune d'expression des candidates afin de présenter ces candidates devant la population pour qu'elles puissent présenter leur discours. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet de mobilisation pour un processus électoral démocratique, crédible, apaisé et inclusif en RDC, horizon 2023 du RECIC. Rendons-nous à présent dans la province du Kwilu où les déplacés de Kwamouth dans la ville de Bandundu, constitués en collectif, ont organisé une marche de protestation afin de briser les silences devant l'insensibilité des autorités et la non-assistance des gouvernements tant nationaux que provinciaux suite à la non-assistance sanitaire et alimentaire et la non-scolarité des enfants depuis plus d'une année. Ces déplacés sollicitent leur retour dans leurs villages respectifs. Ranta Luyela. Les déplacés de Kwamouth ont manifesté le mardi 10 octobre 2023 à Bandundu pour exprimer leurs regrets aux autorités nationales et provinciales au sujet de leurs mauvaises conditions de vie depuis une année dans la ville de Bandundu et dans d'autres coins du Grand Bandundu. Ces déplacés se sont constitués en collectif et sont descendus dans la rue pour atteindre l'Assemblée provinciale en parcourant toutes les grandes artères afin de remettre un mémorandum au directeur administratif de cet organe délibérant. Dans ces documents, ils déplorent la non-assistance des gouvernements provinciaux du Kwilu, du Maïndombe et du gouvernement central, notamment sur la prise en charge sanitaire et alimentaire, ainsi la non-scolarisation de leurs enfants depuis plus d'une année déjà. Leur représentant a indiqué qu'il leur faut 2 moyens pour quitter le site d'accueil et retourner dans leur village d'origine. Vivant de moments difficiles dans certaines familles d'accueil, ils ont ainsi décidé de briser les silences. Nombreux sont morts, il n'y a eu aucune assistance et la scolarisation des enfants. Face à cette situation, ils demandent aux autorités tant nationales que provinciales de prendre à cœur leurs problèmes. Si le gouvernement prend soin de nous et qu'il y a des moyens pour nous libérer, nous allons rentrer là où nous pouvons aller.
Même dans nos villages d'origine, on prend le transport, on rentre, ont-ils déclaré. Plusieurs d'entre eux s'interrogent sur la sensibilité de l'État congolais depuis qu'ils lancent leur cri d'alarme. Nous mourons de faim depuis une année, c'est trop. Ils estiment que nous ne sommes pas de Congolais, qui nous trouvent un bateau pour qu'on aille je ne sais où. A ajouté un autre déplacé. Actuellement, on compte 69 décès dans le camp de déplacés de Kwamut, dans la ville de Bandundu, 30 à Kikwit. La situation humanitaire est pire à Kikwit, où certains déplacés sont renvoyés de familles d'accueil, faute de moyens de prise en charge. D'une province à une autre, cette fois-ci, nous sommes dans la province du Kasaï oriental où les hommes des vieillards sont quasi inexistants dans la ville de Mbuji-Mayi. Cette situation met en mal certaines personnes de troisième âge dont les familles sont dans l'incapacité de les prendre en charge. Ces personnes de troisième âge ne savent pas à quel saint se vouer. Nombreuses d'entre elles squattent dans un appartement construit par l'église catholique il y a des décennies et qui est dans un état de délabrement très avancé. Regardez. Cette bâtisse construite par l'église catholique pour accueillir le personne du troisième âge est actuellement presque en ruine. Une partie de la toiture est emportée par le vent. Ici même, les mobiliers des bases font défaut. Ces vieillards passent la nuit à même le sol, faute de lit. Ces bâtiments de plus de 20 ans offraient jadis des meilleures commodités à ses locataires. Les vieillards sans abri y dormaient dans de bonnes conditions et avaient une nourriture quotidienne. Mais par manque de continuité de service, la galère a amené les pauvres messieurs et dames à vendre les lits pour survivre. Agnès vit ces conditions difficiles depuis plusieurs années. Regardez seulement comment je suis assise, je rencontre beaucoup de difficultés, notamment la maladie et la famine. La toiture de la maison où je passe nuit est dans un état de délabrement, nous dormons à même le sol parce que nous n'avons pas de lit. À cause du manque d'assistance, les pensionnaires se livrent à la mendicité. C'est ce que déplore André Matete, 71 ans. Il regrette parfois les réactions négatives de certains jeunes aux sollicitations des personnes âgées en difficulté. Il plaide pour l'intervention de l'État. Chez nous, au Congo, on part à la retraite à 65 ans. Comme nous sommes déjà au-delà de 60, 70 ans, nous demandons à l'État d'éveiller sur nous qui sommes déjà retraités et plus âgés, surtout pour les soins médicaux et l'alimentation. À la division provinciale des affaires sociales, on reconnaît toutes ces difficultés. François Mukendi, chef de division, affirme avoir soumis une proposition de construction des hommes des vieillards dans la ville de Mbuji-Mayi et dans chaque territoire de la province. Nous avons déjà exprimé un état de besoin par rapport à la construction d'au moins un homme de vieillard par territoire et au moins 5 pour la ville de Mbuji-Mayi à raison d'un homme de vieillard par commune. Nous avons déjà exprimé notre état de besoin, puisque comme vous le savez, le ministère des Affaires sociales a dans ses attributions l'encadrement des personnes vulnérables, y compris celles de troisième âge. Les personnes de troisième âge sont celles qui n'ont plus de vigueur pour se mouvoir facilement. Elles ont une activité réduite, quoique de plus normal que le gouvernement vienne à leur rescousse, en dépit des prix des denrées alimentaires des premières nécessités qui est en hausse. Dans le reste de l'actualité, le Centre neuropsychopathologique de Kinshasa, CNPP en sigle, est le plus grand hôpital psychiatrique de l'Afrique centrale et de la RDC. Il se trouve aujourd'hui dans un état d'abandon alors que le nombre de personnes atteintes de troubles mentaux se multiplie dans le pays et ne bénéficient pas de soins appropriés. En marge de la journée de la santé mentale célébrée le 10 octobre de chaque année, notre rédaction s'est penchée sur la prise en charge des malades mentaux à l'hôpital psychiatrique de Kinshasa, voulais-je dire, rattaché à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Viningali Junior. Le monde entier a célébré ce 10 octobre 2023 la journée mondiale de la santé mentale. La santé mentale, un droit universel, c'est le thème retenu pour l'édition 2023. La journée mondiale de la santé mentale offre l'occasion de susciter de l'intérêt à l'égard des maladies mentales dont la charge ne cesse de s'accroître en Afrique, principalement chez les enfants et les adolescents. En RDC, au moins 20 millions de Congolais souffrent de troubles mentaux selon les statistiques présentées par le ministère de la Santé publique. À Kinshasa, au centre neuropsychopathologique de l'université de Kinshasa,
Kinshasa, CNPP, on offre des soins aux personnes souffrant de maladies mentales. C'est le plus grand centre de santé consacré aux maladies mentales en Afrique subsaharienne, situé sur le site universitaire à Kinshasa. Le CNPP soigne plus de 40 000 personnes par an. Professeur Valentin Goma, médecin directeur de cet hôpital psychiatrique, revient sur la prise en charge. La prise en charge est très coûteuse, c'est bien que à l'absence de mutuelles, beaucoup de personnes, beaucoup de familles n'arrivent pas à mener ce processus jusqu'au bout. Et cette prise en charge devrait être globale, disons holistique, et devrait être à la fois biologique, psychologique, sociale et environnementale. Le malade est souvent accompagné de sa famille d'une part et d'autre part l'équipe soignante, principalement les psychologues, à travers les échanges. On essaye d'amener le malade et la famille à comprendre ce qui est à la base de la maladie et voir quelles sont les stratégies idoines pour arriver à faire face à cette maladie. Le centre éprouve beaucoup de difficultés à prendre en charge ses patients. Il manque cruellement de moyens. L'hôpital compte actuellement environ 65 malades mentaux. Marie est garde-malade. La sexagénaire est ici avec sa petite fille qui présente des troubles mentaux. C'est depuis 3 semaines que nous sommes ici avec ma petite fille qui est souffrante. La prise en charge médicale est très bonne. Nous achetons le produit pharmaceutique avec beaucoup de difficultés. Si tu n'as pas d'argent ici, c'est difficile d'être pris en charge. Si le président de la République peut nous venir en aide. Mais bakisi bazomela pe kosomba ngo pe ka pasi kosoma bakisi yangana soki azana posa sunga biso bana na ende toza ana miniti oyo to ana pasi asunga biso. Dans cet hôpital psychiatrique, tout est fait pour que la personne qui souffre d'une maladie mentale retrouve sa dignité. Outre un travail thérapeutique, le CNPP œuvre à la réintégration du patient dans sa famille. Le regard perdu au milieu de l'indifférence dans les pensées, Betty Kalinga est guérie après avoir suivi un traitement pendant près d'une année. Elle lance un appel aux personnes de bonne volonté de lui venir en aide. En tout cas, je suis déjà guéri, mais ma famille n'a pas beaucoup d'argent. Ce qu'on nous a demandé, c'est trop. On ne sait même pas venir me faire sortir. Si c'est 5 millions comme ça de francs congolais, nous, on n'en a pas. J'ai fait déjà, ça c'est le 10e mois. En tout cas, si le gouvernement, si le président va nous voir à la télévision aujourd'hui, en tout cas qu'il m'aide, s'il y a moyen qu'il vienne me payer pour moi et que je sorte de cet hôpital. Construit en 1953, cette formation médicale, la plus ancienne d'Afrique, manque de tout. Ses infrastructures en état de délabrement, ses équipements vétustes ne permettent plus à prendre correctement en charge le malade. La plupart des malades vivant dans ces centres y ont été abandonnés par leur famille. Il s'est tenu hier, mardi 10 octobre, au complexe scolaire Saint-Augustin, situé à la 18e rue Limété, quartier industriel, une cérémonie de remise des prix aux champions de la 2e édition du concours provincial des génies en herbe de Kinshasa. Il s'agit bel et bien des élèves du primaire de l'école Saint-Augustin de la 18e rue Limété. Michel Ramazani nous fait vivre l'ambiance de la dite cérémonie. L'école est sacrée. Après avoir battu en finale les gazelles de Yolo, ces élèves des primaires du complexe scolaire Saint-Augustin situé à la 18e rue Limété par les devants de leur coordonnateur de l'organe technique du ministère provincial en charge de l'éducation et chargé des organisations annuelles des concours provinciaux de génies en herbe de Kinshasa, M. Francis Bolokoko, du directeur de l'école Saint-Augustin et de leurs amis de l'école, ont reçu officiellement leur trophée de mérite dans l'enceinte de leur établissement scolaire. Je suis très heureux envers moi et mon équipe, car c'est pas grâce à moi-même que j'ai réussi à gagner, c'est grâce à moi et mon équipe. Je suis très contente et très fière de moi et de mon équipe
Contente parce que mes parents m'ont inscrit au complexe Saint-Augustin. Contente parce que j'ai pu me montrer intelligente, j'ai pu montrer ma valeur. J'ai d'ailleurs participé au concours du génie en herbe que nous avons remporté. Et là, ça me rend vraiment très fière de moi. Pour ceux qui ont échoué, de persévérer. Et pour ceux qui viendront, de bien s'entraîner, de ne jamais être distrait et de toujours être fort et ne pas être stressé pendant le concours. Pour mes amis, le référent père et mon école, car nous avons fait mais nous avons fait l'honneur de l'école. Avec mon équipe, on a durement travaillé et on ne s'attendait même pas à gagner, juste qu'on a vraiment travaillé très dur et on dit, quand vous travaillez dur, vous aurez une récompense, genre un prix. Le directeur de l'école Saint-Augustin n'a pas manqué de mots. On s'est présenté, on va dire, comme des petits poussins. Mais on est sorti de ce concours grâce aux résultats qu'il a donné, la tête haute. Et cette victoire nous permet à nous, en tout cas, de mieux apprécier nos qualités et nos valeurs, mais c'est également le travail que nous faisons au niveau du complexe scolaire Saint-Augustin depuis 7 ans. Parce que l'école a ouvert ses portes en 2017. Donc il reviendra aux organisateurs de pouvoir sélectionner des écoles pour la 3e édition, qui est d'ailleurs projetée pour bientôt. Et je pourrais seulement demander, si jamais le choix a tombé sur eux, qu'ils n'hésitent pas. Il faut y aller, c'est une compétition. Évidemment, on peut gagner, on peut perdre, mais on apprend. Il faut rappeler que le concours provincial de génie en herbe est organisé par le gouvernement provincial de Kinshasa par les biais du ministère provincial en charge de l'éducation. Il faut rappeler que le concours provincial de génie en herbe est organisé par le gouvernement provincial de Kinshasa par les biais du ministère provincial en charge de l'éducation, avec l'appui technique de l'Action pour l'éducation et la culture. À présent, l'actualité en dehors de nos frontières, l'organisation des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Marrakech, la ville touristique du Maroc, après le séisme qui a frappé ces pays le 8 septembre dernier, reflète la force de son économie et de son système financier. C'est le directeur adjoint du département des marchés monétaires et des capitaux du Fonds monétaire international FMI, Jason Wu, qui l'a souligné le mardi 10 octobre au cours d'une conférence de presse. Vinny Gali Jr. Le Maroc a fait preuve de résilience face aux chocs négatifs. Cette résilience reflète vraiment la force de l'économie et du système financier dans ces pays de près de 40 millions d'habitants. Jason Wu, directeur adjoint du département des marchés monétaires et des capitaux du Fonds monétaire international FMI, l'a dit lors d'un point de presse destiné à présenter les rapports sur la stabilité financière dans le monde. C'est à l'occasion des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale qui se tiennent au Maroc. C'est au responsable du FMI a notamment relevé l'excellent travail entrepris par les autorités marocaines qui, en dépit de tous les problèmes, se sont orientés vers plus de flexibilité du taux d'échange, ce qui a permis d'amortir certains chocs négatifs. Jason Wu a mis en avant la politique monétaire mise en place pour assurer la maîtrise de l'inflation afin de garantir la stabilité financière. For emerging market economies, in an environment where global interest rates are rising, le Maroc a fait face à une sécheresse, mais néanmoins nous observons que la production agricole est assez forte et le tourisme reprend également, malgré qu'il y a toujours des compromis à opérer, mais ils sont très bien gérés. En matière de stabilité financière, nous pensons que les autorités marocaines prennent de très bonnes mesures pour s'assurer que le système bancaire est bien capitalisé et pour accroître l'incursion financière. So that's indeed what we have seen, over the past half a year or so. So I would say that there is no conflict between monetary policy, countering inflation, and financial stability goals. Dans un contexte mondial marqué par une spirale inflationniste et une pression sur les monnaies, il a fait remarquer que le dirham s'était déprécié légèrement et l'esprit de liquidités s'y sont un peu élargi. Cependant, cette dépréciation était à des niveaux gérables, ce qui reflète un amortissement des chocs partiellement portés par les mesures politiques. L'organisation de ces assemblées annuelles est une occasion également pour le ministre des Finances et le gouverneur de banque
centrales de se servir du modèle du Maroc pour le faire appliquer dans leurs pays respectifs. C'est souhait et du responsable du fonds d'investissement au Maroc. Pour que les ministres des Finances qui sont présents ici, les gouverneurs des banques centrales, les fonds d'investissement, les banques et j'en passe, donc tout un ensemble d'acteurs, d'investisseurs privés qui pourraient être contactés par le Maroc pour que notre pays puisse présenter des réformes structurelles qui ont été conduites sous le leadership de Sa Majesté. Dans ces rapports, le FMI soulève une persistance de l'inflation élevée dans de nombreuses économies avancées au niveau mondial, ce qui pourrait remettre en question le scénario d'un atterrissage en douceur et entraîner une réévaluation potentiellement brutale des actifs. Cette institution internationale constate par contre au niveau des marchés émergents des progrès dans la réduction de l'inflation et des avantages apparents des hausses précoces de taux d'intérêt sont enregistrés. Et enfin, terminons avec un mot de sport dans ce journal. Les léopards seniors, monsieur de la République démocratique du Congo, sont arrivés depuis le lundi 9 octobre 2023 à Algorfa, en Espagne, où ils vont affronter en amical la sélection nationale de la Nouvelle-Zélande ce vendredi 13 octobre et l'Angola le mardi 17 octobre au Portugal, en marge des préparatifs des éliminatoires de la Coupe du Monde. Enoch Kalonji. Arrivés en matinée du lundi 9 octobre, les léopards de la RDC ont installé leur quartier général au Finca Hotel en Espagne, où ils préparent des matchs amicaux face à la Nouvelle-Zélande et la sélection angolaise. Logés dans le même groupe que le Sénégal, la Mauritanie, les Soudans, les Togo et les Soudans du Sud, ces rencontres permettront aux léopards de mieux préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde qui pointent à l'horizon. Pour cela, le sélectionneur national et manager de l'équipe nationale Sébastien Desabre a fait appel à 26 léopards, à savoir 3 gardiens, Lionel Passy, Bagjo Sadi, Dimitri Bertro, 8 défenseurs, Gédéon Kalulu, Arthur Maswako, Joris Kayembe, Chancel Bemba, Inonga Baka, Rocky Bouchiri, Dylan Batumbisika, Brian Bayeye, 6 milieux de terrain à savoir Aaron Chibola, Edo Kayembe, Samuel Mutusami, Charles Piquel, Grady Diangana et William Balikusha. 9 attaquants dont Cédric Bakambu, Fiston Maele, Théo Bongonda, Jackson Mouleka, Mesha Kelia, Silas Katompa, Ben Malango, Simon Banza et Jonathan Okita. Notons que parmi les sélectionnés, nous comptons 4 nouveaux léopards. Il s'agit bien de Dimitri Bertro, Dylan Bayeye, Dimitri Bertro, Brian Bayeye, Grady Diangana et Simon Banza. Voilà, c'est par cet élément que prend fin notre journal de ce soir. Je vous retrouve demain pour la prochaine grande édition du journal. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur votre chaîne Mandico Télévision, une pensée en écrit. Bonsoir chez vous.